Eh bien, bienvenue à tous. Alors d'abord, j'espère que le contrôle de la semaine dernière s'est bien passé. Pas beaucoup de réponses. Vous n'êtes pas nombreux, mais quand même. Moyen, bien, moyen. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile? D'accord. Il était long. Vous avez fait combien d'exercices en moyenne à peu près? Il y en avait 5 en tout d'exercices. Vous en avez fait 4 sur 5? Bon, déjà, c'est bien ça. Comment vous? D'accord. Donc vous avez fait 4 exercices aussi? D'accord, donc vous en avez fait 4 sans les terminer tous, d'accord. Est-ce qu'il y a un exercice que vous avez trouvé particulièrement difficile ou... En fait, le premier exercice pour la démonstration de la continuité de temps, en fait, c'était pas difficile, mais un peu long. D'accord, ok. Le deuxième avec les... Non, c'est avec la continuité de la fonction. D'accord, ok. D'accord. Le deuxième, c'était sur les arbres. La table de vérité, vous avez réussi à la faire? Je crois qu'il y avait une table de vérité à faire à un moment donné. C'était le dernier exercice, non? C'était peut-être le dernier, oui. Ah, ok, ouais. Ah, c'est dommage, parce que ça, en général, c'est des points faciles, la table de vérité, donc c'est rapide à faire. Bon. De toute façon, on a commencé à corriger. Vous devriez peut-être avoir les notes rapidement, j'espère, dès que ce sera terminé. Bon, alors, en attendant, on va continuer, nous, aujourd'hui, avec le TD4 et le TD5. Le but, ça va être cette semaine et la semaine suivante. Donc, la semaine suivante, il va y avoir une séance de 3 heures au lieu d'1h30 et 1h30 la semaine d'après, puisque la semaine d'après, c'est-à-dire le 16 avril, je ne serai pas disponible, puisque je dois surveiller un examen en même temps. Donc, je ne serai pas disponible pour vous faire le TD. Donc, on va essayer de tout mettre en un bloc de 3 heures et le faire commun aux semaines A et B. Donc, le but, c'est d'essayer de faire le TD4 et le TD5 lors de ces 2 semaines pour attaquer le TD6 après les vacances de Pâques. Donc, là, le TD4, il parle de quoi? Le TD... Pourquoi c'est cette fenêtre? Je ne sais pas. Où est passée l'autre fenêtre? Elle est ici. Voilà. Alors, le TD4, il vous parle, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière avec les tables de vérité et tout ça. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser dans le TD4 à des systèmes de connecteurs, savoir s'ils sont complets ou pas. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un système complet? Un système de connecteurs complet. Alors, en fait, un système, il est dit complet s'il va permettre de reproduire, de faire des formules équivalentes à n'importe quelle autre formule logique. Donc, un système complet que vous connaissez, hop, que je prenne mon petit stylo, voilà. Un système complet que vous connaissez, c'est le système de base de connecteurs, donc le OU, le ET, l'implique, l'équivalent et la négation. Ça, c'est un système complet que vous connaissez, puisque c'est le système qui est utilisé pour la définition des formules logiques. C'est-à-dire que si vous revenez à la définition d'une formule logique, c'est on prend 2 formules et on les assemble l'une et l'autre avec l'un de ces symboles, ou alors une formule et on lui met la négation devant. Et toute formule logique, c'est en fait un assemblage, plus ou moins long, de variables propositionnelles avec ces symboles. Donc ça, c'est un système complet parce qu'il permet de reproduire toute formule logique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut se débarrasser de certains symboles? Est-ce que tous les symboles sont indispensables? Ou alors, est-ce qu'on va pouvoir supprimer certains symboles qui peuvent être reproduits à l'aide d'une combinaison d'autres symboles? Alors, par exemple, est-ce que là, parmi ces 5 symboles, il y en a un, vous pouvez déjà dire, vous savez qu'on va pouvoir le retirer parce que on sait que c'est équivalent à une combinaison d'autres symboles. L'équivalence, voilà, j'allais attirer votre attention sur l'équivalence. Effectivement, quand vous avez A équivalent à B, est-ce qu'on peut reproduire cette formule à l'aide d'autres symboles? Voilà, c'est équivalent à la formule A implique B et B implique A. C'est la même chose. D'accord? Donc déjà, si on veut faire un système plus léger de symboles, on peut supprimer l'équivalence. Et donc un système est dit complet quand on peut
quand on a un ensemble de symboles qui nous permet de reproduire toute formule logique, enfin de construire des formules logiques équivalentes à toute formule logique possible et inimaginable. C'est ça un système complet. Un système est dit complet et minimal quand on ne peut pas en retirer aucun symbole sans perdre le fait que ce soit un système complet. C'est-à-dire, on dit qu'il est minimal quand il y a le minimum de symboles nécessaires. Si on en retire un, eh bien, on n'a plus un système complet. Alors la question maintenant, c'est si je supprime l'équivalence, est-ce que j'ai un système minimal? Est-ce que ça, c'est un système complet minimal? C'est-à-dire que le fait de retirer n'importe lequel de ces 4 autres symboles, ça m'empêchera de reproduire certaines formules logiques, ou alors j'ai encore un symbole en trop. Alors le « et », effectivement, enfin, c'est vrai je pense qu'on peut dire que le « et », on peut le retirer, mais là, le plus simple à retirer, c'est l'implication, puisque l'implication, en fait, c'est équivalent quand vous avez A implique B. Voilà, c'est l'équivalent de non B, ou c'est équivalent, c'est A et B, je crois. Ou c'est... attendez, c'est non B... j'ai un trou de mémoire. C'est soit non B, parce que si c'est... Non, c'est pas non B. C'est... Ah si, c'est non B, pardon. Donc soit ça, ou alors j'ai A qui est vrai... Le faux, oui, c'est non A, vous avez raison. C'est le faux, c'est non A ou B, c'est ça? Ça doit être ça, ouais, non A ou B. C'est non A ou B, oui. Donc c'est-à-dire que si j'ai non A, si j'ai A qui est faux, le faux implique le vrai, le faux implique le faux. Et si j'ai B, c'est-à-dire le vrai, le faux peut impliquer le vrai et le vrai implique le vrai. Donc c'est ça, c'est non A ou B. Donc ça c'est équivalent. A implique B, c'est équivalent à non A ou B. Donc en gros, dès qu'on a une équivalence dans une formule, on peut la remplacer avec une négation et un ou. Donc ça, ce n'est pas un système minimal, c'est-à-dire les 4 symboles que j'ai mis en enlevant l'équivalence, ce n'est pas minimal, c'est complet, mais ce n'est pas minimal parce qu'on peut retirer encore des symboles. Et la question qu'on se pose dans cet exercice, c'est est-ce que ces systèmes sont minimaux ou pas? Sont-ils complets et sont-ils minimaux? Alors, hop. Donc, c'est parti. Bloc-notes. Alors. Donc, le 1, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est minimal? Je sors aussi mes petites notes. Alors, c'est un système complet. Alors, pourquoi c'est un système complet? Parce que tout simplement, et ça on va le voir après, et d'ailleurs je devrais plutôt commencer par ça. Je vais plutôt commencer par le 4. Peut-être passer à l'encre noire, ce sera mieux. Alors, le 4, c'est un système complet. Et on peut le prouver en montrant comment les autres formules comment les autres symboles se traduisent avec l'aide de négation et de ou. Alors, c'est assez simple. D'abord, on a vu l'équivalence. On a vu que A équivalent à B, c'était la même chose que dire qu'on avait A implique B et B implique A. Voilà. Comment? Voilà. Après, je vais faire la suite, effectivement. Donc là, déjà, l'équivalence, on sait qu'on peut s'en débarrasser, ça, on en a déjà parlé. Mais maintenant, il y a d'autres symboles dont on doit se débarrasser pour avoir le système 4. C'est l'implication et le « et ». D'accord? Donc l'implication, on l'a vu, hein, A implique B. C'était équivalent à, c'était le non A ou B. D'accord? Donc ça veut dire que mon équivalence, ça peut s'exprimer comme
non A ou B et non B ou A. Vous voyez, en ayant traduit l'implication sous forme de négation et de ou, maintenant l'équivalence au-dessus, je pourrais aussi la traduire en négation et en ou. Donc ça, je ne le fais pas, ce n'est pas très nécessaire, mais je pourrais. Donc là, déjà, je peux me débarrasser donc, de l'équivalence qui va se reposer, l'équivalence sur le et l'implication. Et je peux me débarrasser de l'implication qui va se reposer sur la négation et le ou. Donc là, c'est très bien. Maintenant, il me manque encore un symbole à me débarrasser. C'est lequel? Le et. Et quand vous avez A et B, c'est équivalent à quoi d'après vous? Il y a une négation qu'on va distribuer. Voilà. Si vous avez ça, vous savez que la négation se distribue normalement. Et le ou, pardon, se transforme en et. Et donc, il faut remettre une négation devant. Non A ou non B, quand vous faites une négation de ça, le non A se négationne, donc ça devient A. Le non B, pareil, ça devient B. Et le ou se transforme en et. Donc, le et, pareil, vous pouvez vous en débarrasser et l'exprimer comme ça. Alors, attention, un système complet et minimal, comme celui-ci, n'est pas forcément un système pratique. C'est-à-dire que vos formules, quand vous les écrivez A équivalent à B, implique ceci, cela, quand vous réexprimez vos formules avec cet ensemble de symboles, elles vont être à rallonge, les formules. Ce n'est pas du tout pratique à utiliser. Mais ça veut dire que si vous devez par exemple faire des circuits électroniques qui vont devoir faire de la logique, puisque en fait un ordinateur c'est une machine de logique, que ces circuits électroniques doivent donc émuler différentes formules, eh bien vous savez qu'en termes de composants, vous n'avez pas besoin d'avoir des composants électroniques qui vont émuler l'équivalence ou émuler l'implication. Il vous suffit d'avoir des circuits électroniques qui s'occupent de faire une négation et un ou, et après, grâce à ces circuits que vous remettez partout sur votre carte mère, vous allez pouvoir émuler, c'est-à-dire faire, traduire toutes les formules possibles que l'ordinateur aurait besoin de faire. Puisqu'après, le but, ce sera d'exprimer toutes les opérations qu'un ordinateur peut faire, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, etc., comme une série d'opérations logiques. Et l'addition, ça s'exprime comme une série d'opérations logiques. On peut exprimer l'addition de deux entiers comme un ensemble d'opérations logiques, puisque chaque entier, on le traduit en binaire, en 1 et en 0, donc on a des suites de variables vraies ou fausses, et on peut exprimer l'addition comme une suite d'opérations logiques sur ces variables. Bon, alors le 4, il est complet et il est minimal. Alors pourquoi il est minimal? Alors tout simplement parce que si vous en enlevez un des deux, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas exprimer certaines formules de logique. En fait, vous ne pouvez pas... imaginons qu'on enlève le ou, d'accord, et qu'on ait juste le système. On a juste la négation, d'accord? Juste la négation ne va pas vous permettre d'exprimer le ou. Alors pourquoi? Parce que si vous considérez la variable propositionnelle x et que vous considérez x ou x, d'accord? Quand x... attendez, je réfléchis à ce que je suis en train de dire. On est juste sur la négation. Juste sur la négation. Ah, si, mon raisonnement ne va pas marcher là-dessus. Je regarde ce qui est dit là. Là, ça va marcher. Oui, parce que j'essaye de vous faire un raisonnement pour vous expliquer que ce n'est pas complet, etc. Que ça, c'est pas un système complet. La négation, je peux inverser le x. Je peux le faire deux fois, ce qui me ramène à x ou x. La négation. Non, tout simplement, bah oui. Pourquoi la négation ne va pas vous permettre, d'émuler un ou? C'est parce que la négation, c'est un opérateur unaire et le ou, c'est un opérateur binaire. Donc la négation seule ne vous permettra pas d'assembler ensemble deux ou plus variables propositionnelles, alors que le ou vous le permet. Donc aucune chance, je dirais, de remplacer un opérateur binaire par simplement un opérateur unaire. Donc ça, ce n'est pas un système complet. Donc pas complet, car opérateur unaire.
Et juste le ou, pourquoi ce n'est pas un système complet? Alors pourquoi le ou n'est pas un système complet? Parce qu'avec le ou, si vous avez juste une variable propositionnelle x, et vous voulez faire, donc si on considère une variable propositionnelle x, telle que la valeur de vérité de x soit 1, enfin le x soit vrai. Donc on considère x tel que x est vrai. Et on veut la formule f qui serait non x. On aurait donc delta f qui est égal à quoi? La valeur de vérité de f, ce serait quoi? Ce serait 0. Le ou, il ne peut assembler que des variables propositionnelles de notre collection. Or là, on n'a que du x. D'accord? Donc le ou, il ne peut faire que des opérations entre du vrai et du vrai. Or, vrai ou vrai, ça donne quoi? Vrai. Et on n'a aucun moyen avec le ou, en les assemblant de quelconque façon, de produire du faux si on n'a en entrée que du vrai. Ça va? Le but ici, c'est d'essayer de prendre l'opérateur ou, de le mettre dans plein de sens différents et d'essayer de construire le faux. Et malheureusement, on ne pourra pas. D'accord? Donc là, on ne peut pas avec le ou produire une formule f, une formule f' équivalente à f, donc telle que delta de f' soit égal à 0, si on a en entrée que des variables propositionnelles vraies. Donc en fait, impossible, je dirais, de reproduire la négation avec seulement du ou, impossible de reproduire le ou avec seulement de la négation. Donc en fait, vous savez que si vous supprimez l'un des deux symboles de votre collection, il va vous manquer quelque chose, vous ne pourrez pas reconstruire toutes les formules possibles et inimaginables. Donc ça veut dire que ce système-là, la négation et le ou, il est complet et il est minimal. On ne va pas faire avec moins. Ça va? Alors, la suite. Ok, ça enregistre, c'est bon. Alors, la suite, les autres questions. Alors, est-ce que le 1, il est complet ou minimal? Oui, pardon. Il est complet, mais il n'est pas minimal. Ok, complet, mais pas minimal. Alors, pourquoi complet? Parce que, en fait, juste ça, c'est un système complet et minimal. Puisque si on prend le 4, on voit que le ou, on peut l'exprimer à l'aide d'un et, mais le et, on peut aussi l'exprimer à l'aide d'un ou. Donc, en fait, on pourrait remplacer le ou par le et avoir un système aussi complet et minimal. Donc ça, c'est un système complet minimal. Donc ça veut dire que, quels que soient les symboles qu'on rajoute, on aura aussi un système complet. Donc il est complet, mais il n'est pas minimal parce qu'on a un sous-ensemble de symboles qui est, lui, un système complet. Est-ce que si on arrive à exprimer l'implication avec ces deux symboles, est-ce qu'on peut prouver que le premier système est non minimal? Tout à fait. Mais si vous avez déjà prouvé avant que ce système était complet, vous n'avez pas besoin de refaire ça. Vous dites dans le 1, eh ben, étant donné que négation et c'est complet, eh bien, quel que soit ce que je rajoute dessus, ce sera aussi complet et pas minimal. Alors, oui, Est-ce qu'à partir du moment où on a un opérateur unaire et binaire, c'est un système complet? non, non. Par exemple, le dernier, je vous le dis tout de suite, il n'est pas complet. Le dernier, c'est fichu. Alors, le et et le ou.
c'est-à-dire la question 2. Donc lui, il est complet, pas minimal. Donc là, c'est assez simple, on se base sur le travail fait dans le 4. Le 4, il est complet, minimal. Hop, tout fonctionne. Alors le 2. Première question, est-ce qu'il est complet? Parce que s'il n'est pas complet, ce n'est pas la peine de se poser la question s'il est minimal. Alors pourquoi il n'est pas complet? Il manque la négation et pourquoi on ne va pas pouvoir faire la négation avec du et du ou? C'est le même raisonnement que tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai deux variables propositionnelles x et y qui sont toutes les deux vraies, d'accord? Je ne vais jamais pouvoir, ou même juste même une seule variable propositionnelle, ça suffirait. Hein. Ici, je ne vais jamais réussir avec une variable propositionnelle qui est vraie en entrée à reproduire la négation qui doit me donner du faux. D'accord? À chaque fois, ça va me refaire du vrai. Parce que vrai et vrai, ça me donne vrai. Faux et faux, ça me donne faux. Enfin, vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai ou vrai, ça donne encore une fois vrai. Donc, si j'ai une variable propositionnelle qui est vraie en entrée, que je vais essayer de faire la formule non x, c'est-à-dire avoir du faux, je ne vais pas réussir parce que mes deux opérations, à chaque fois, elles me produisent du vrai. D'accord? Donc, cette négation, en fait, c'est vraiment un opérateur indispensable. Et en général, si vous avez dans un système, si vous n'avez pas la négation, mais que vous avez tous les autres symboles classiques, vous savez que ça ne va pas être complet. Parce que la négation, c'est ce qui vous permet justement de basculer, je dirais, du côté obscur, etc. Et ça, vous ne l'avez plus avec le et et le ou. Il n'y en a qu'un qui permet d'inverser. Donc lui, pas complet. Alors le 3. D'après ce que je vous ai dit avant, non, il manque aussi la négation, on va re-avoir un problème pour le même raisonnement, donc pas complet. Oui. C'est ça, vous reprenez exactement la démonstration que j'ai fait là. Vous dites que vous considérez une variable propositionnelle x, et puis vous essayez de construire la formule non x qui vous donne faux, alors que x est vrai. Et en fait, cette formule, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que x étant vrai, n'importe quelle opération que vous faites entre des variables propositionnelles, ça vous donnera avec juste du x. Vous ne pourrez pas, juste avec un système restreint à une variable propositionnelle, vous ne pourrez pas construire la formule non x. Donc c'est dans un système où on a une variable propositionnelle, on a x qui est vrai, on veut construire la formule non x qui doit être fausse, on ne peut pas avec que du et, du ou, du implique, tout ça. Il nous faut à un moment donné une négation. Et le dernier. Alors le dernier, il est plus casse-pied parce que le dernier, il a la négation et pourtant je vous dis qu'il n'est pas complet. Alors celui-là, il est effectivement plus casse-pied. Alors la preuve, c'est laquelle? Hop. Ah pardon, non, excusez-moi. Il est complet. Non, il est complet. J'ai dit n'importe quoi. L'autre, celui-là, il est complet. Non. Ok. Alors, pourquoi il est complet et pour ça... Ok, il faut essayer d'exprimer le ou en fonction de l'implication. D'accord? Donc, ok, c'est parti. Hein. Alors ici, par l'équivalence entre A ou B et non A implique B, oui, alors ça me... Donc normalement, on sait que A ou B est équivalent à non A implique B. Ah oui, donc oui, c'est gagné, oui. Effectivement, parce que dès que vous aurez du ou, vous allez le remplacer par... Ah oui, donc est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'on a A ou B est équivalent à non A implique B? Excusez-moi. Pour savoir si c'est équivalent, ces deux formules, qu'est-ce qu'on fait? Une table de vérité, tout simplement. Combien de colonnes? Un peu plus? J'ai besoin d'une colonne pour A. Voilà.
Et voilà, 5 lignes en tout, donc la ligne d'en-tête plus donc 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, voilà. Alors, A ou B, ici, ça vaut 0, ici, ça vaut 1, ici, ça vaut 1, ici, ça vaut 1. Alors, non A implique B, c'est-à-dire vrai implique faux. Ça, c'est faux. Vrai implique vrai. Non implique B. Vrai implique vrai, c'est vrai. Faux implique faux, c'est vrai toujours. Et enfin, faux implique vrai, c'est vrai. Donc, vous avez bien les deux formules qui sont équivalentes. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un ou, vous allez pouvoir le remplacer par une négation et une implication. Donc, ça veut dire que c'est un système complet. Excusez-moi, je me suis trompé par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour passer de non A ou B à non A plus B? D'accord, comment j'ai trouvé cette formule en fait? Alors déjà parce que le corrigé la donne, donc c'est plus simple. Mais en fait, vous avez une astuce pour la construire. Alors comment vous faites pour la construire? Vous allez trouver en fait une formule équivalente. Regardez. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, en fait, non, excusez-moi, j'allais vous faire une construction, mais elle ne va pas fonctionner. En fait, je pense que vous pouvez partir de A implique B. C'est équivalent à, on avait dit, c'est non A ou B. Vous êtes d'accord? Donc ça, vous la connaissez, cette formule équivalente. Maintenant, vous allez faire un changement de variable. Vous allez mettre A', d'accord? Parce que le problème, c'est qu'à droite, vous avez la négation. Vous voulez juste avoir à droite quelque chose ou autre chose. D'accord? Là, vous avez une négation. Donc, on va mettre A' égale non A. D'accord? Donc, ma formule devient quoi? Alors, voilà. Le A implique B devient non A'. Alors, oui, vous êtes d'accord? Non A', parce que j'essaie d'enlever tous les A de ma formule, implique B est équivalent à A' ou B. Et là, après, je rebascule mes A' en A, et puis voilà, j'ai ma formule. J'ai réussi voilà, à exprimer mes éléments. D'accord? Voilà, donc c'est... Ok, très bien. Bon, là, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Et on peut attaquer sur l'exercice 2 le XOR. Alors le XOR, c'est un opérateur très important en informatique. Il est utilisé dans beaucoup de circuits électroniques. Alors pourquoi le XOR est utilisé dans beaucoup de circuits électroniques? Alors regardez sa table de vérité. Le XOR, en fait, il faut que c'est un OU, mais on dit un OU exclusif. C'est-à-dire qu'on a soit l'un, soit l'autre, qui est vrai, mais pas les deux en même temps. Alors ça équivaut à quoi le XOR? Ça équivaut en fait à une addition. Vous imaginez que vous êtes en binaire et vous faites une addition. Quand vous avez 0 plus 0, le résultat vous donne quoi? 0. Quand vous avez 0 plus 1, le résultat vous donne quoi? Ça donne combien 0 plus 1? Ben, ça donne 1. Et 1 plus 0, ça donne aussi 1. Et 1 plus 1, ça vous donne combien? Ça vous donne 0, avec une retenue. D'accord? Mais vous voyez que le XOR, ça fait parfaitement, sans prendre en compte la retenue, ça fait parfaitement bien l'addition. D'accord? Donc en fait, quand vous avez deux variables propositionnelles, vous avez x et vous avez y, et vous voulez les additionner, vous faites passer ici, dans un XOR, les deux variables, dans un circuit qui fait du XOR. Et là, comme ça, vous aurez le résultat de l'addition. D'accord? Et vos deux variables, vous les faites passer aussi dans un et. Et vous aurez comme ça la retenue. D'accord? C'est-à-dire que si jamais il y a une retenue qui se produit quand les deux valent 1. Si les deux ne valent pas 1, il n'y a pas de retenue. Comme ça, vous avez la retenue. OK? Et donc, en quoi c'est intéressant? Imaginons que vous avez donc un nombre n1 qui s'écrit, alors on va dire plutôt n.
qui s'écrit donc N1, N2, N3. Donc c'est un nombre sur 3 bits. Donc N1, c'est 0, 1, 1 ou 1, 0, 1. Voilà. Et puis vous avez un nombre M qui s'exprime aussi M1, M2, M3. Donc aussi sur 3 bits. D'accord? Donc 1, 1, 1 ou 0, 1, 1. Et vous voulez faire l'addition de N et de M. Donc N et M représentent des vraies valeurs entières qu'on exprime sous forme binaire et on veut les additionner. Ben, comment se passe l'addition? Le circuit électronique que vous allez construire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend N3 et M3 et d'un côté, il fait un XOR entre N3 et M3 pour faire le résultat R3. Et de l'autre côté, vous faites un et pour produire la retenue. D'accord? Ensuite, vous faites quoi avec N2 et M2? Comment vous les additionnez? Avec aussi un XOR. D'accord? Donc vous les mettez dans un XOR. Ça vous donne le résultat. Mais ça, maintenant, ce résultat, voilà. Vous lui collez aussi sa retenue avec un autre XOR. Et ça vous donne R2. OK? Mais ça, ce résultat peut aussi lui-même produire une retenue. Oups. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc ça, ce résultat, vous allez aussi c'était où? Le résultat, c'est ça et ça, pardon, que vous mettez dans un et, qui va vous produire une autre retenue. Là, cette retenue, vous allez l'additionner avec celui-là aussi qui vous génère une retenue. Oups. Vous allez faire un XOR, etc., etc. Bon, je ne vais pas faire tout le circuit, mais voilà comment petit à petit vous construisez à l'aide de juste de et de XOR tout un système d'addition. Alors le système ne devient pas plus complexe avec le temps, c'est-à-dire que les retenues, à chaque fois, on les agrège entre elles pour voir ce qu'elles produisent et continuer et avoir à la fin tout un circuit électronique avec, normalement, je ne sais plus, mais je pense que si vous avez 32 bits, c'est-à-dire 32, 1 et 0, à additionner avec un autre nombre de 32 bits, je crois que normalement, si mes souvenirs sont bons, il faut peut-être une soixantaine, enfin je donne un nombre comme ça, mais il vous faut une soixantaine de XOR et une soixantaine de et entre eux qui vous permettent de produire l'addition. En tout cas, toutes ces opérations logiques vont vous permettre après de faire des opérations arithmétiques dans des ordinateurs. Ok? Donc il y a vraiment un lien entre ce que vous êtes en train de faire maintenant et le fonctionnement d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est une énorme machine à résoudre des formules logiques, puisque l'ordinateur ne fonctionne qu'avec du vrai et du faux, et fait des opérations logiques entre ça. Ok. Oups. Alors, voilà le XOR. Alors, le XOR, on veut savoir si les systèmes sont complets et s'ils sont minimaux. Alors, vous avez la négation, le et le XOR. D'après vous, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est minimal? La réponse est extrêmement simple là-dessus. Alors, est-ce que c'est complet? Oui. Et comment vous le savez? Parce que? On a quoi, pardon? On a démontré que la négation et le et Exactement. On a un sous-ensemble de symboles qui est déjà un système complet, et lui-même minimal. Donc, étant donné que... Donc, oui, complet, car ça et ça est complet. Est-ce qu'il est minimal? Ben non, parce qu'on a un ensemble plus petit qui est lui-même déjà complet. Donc lui ne peut pas être minimal. Oui? Quand, là par exemple, on nous a introduit un nouveau symbole, il ne faut pas savoir le
démontrer aussi ce symbole-là? Le démontrer, non, parce qu'il est défini. Attention, hein, le XOR, là, ce qu'on vous donne, c'est sa définition. Donc, vous ne pouvez pas démontrer une définition. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Donc, on vous donne sa table de vérité. D'accord? Parce que comment vous faites pour le démontrer, étant donné que le XOR, on ne vous donne pas une formule pour le XOR. On vous dit, voilà la table de vérité du XOR. Il est défini comme ça. Donc, par contre, si on vous dit, est-ce que vous pouvez montrer que le XOR s'exprime d'une certaine façon avec des et, des ou, des impliques, etc. Là, par contre, effectivement, ça se démontre à partir de la table de vérité. Mais là, on vous donne la définition du XOR, il n'y a rien à démontrer. Alors, la négation, l'implication et le XOR. Est-ce que c'est un système complet? Oui. Et pourquoi? Parce que la négation et l'implication, c'est un système complet. Voilà, exactement. Donc, même démonstration. D'accord? Vous avez déjà montré que la négation et l'implication étaient un système complet. Donc, c'est un système complet, mais pas minimal. Alors, le OU, le et le XOR. Alors non, en effet, ce n'est pas un système complet. Alors, on sait déjà que le OU et le et n'est pas un système complet. D'accord? Et on avait vu qu'on ne pouvait pas faire la négation quand on avait une seule variable. Maintenant, comment faire avec le XOR? Parce que le XOR, là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Vous voyez, quand on a une variable x qui est vraie, et qu'on fait x XOR x, qu'est-ce qu'il arrive à nous produire? Vous voyez, avant, je disais, je prends une seule variable propositionnelle dans mon système qui est vraie, x. Et avec le OU et le et, x ou x, vrai ou vrai, c'est vrai. X et x, donc vrai et vrai, c'est vrai. J'arrive pas à produire le non x. J'arrive pas à produire du faux. Donc ça peut pas. Mais là, j'ai le XOR. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais x XOR x et que x est vrai? On a du faux. Ah, tiens, ça arrive à nous inverser le truc. Mais si par contre, je dis, maintenant, je prends x qui est faux. Et je veux produire du vrai. Donc je fais l'opération inverse. D'accord? Donc j'ai x qui est faux. Et je veux construire non x à partir de x qui est faux. Donc, avec le OU, je ne peux pas, parce que x ou x, faux ou faux, ça me donne du faux. Avec le et, je ne peux pas, parce que x et x, faux et faux, ça me donne du faux encore. Et avec le XOR, faux XOR faux, ça me donne aussi du faux. Je n'arrive pas à ressortir du vrai. Donc là, je ne peux pas non plus, mais pour juste en inversant la valeur de x, en disant que quand j'ai du faux en entrée, je n'arrive pas à produire du vrai. Le XOR, quand j'ai du vrai en entrée, je vais pouvoir produire du faux, mais quand j'ai du faux en entrée, je ne vais pas pouvoir produire du vrai. Donc, il ne peut pas me simuler la formule non x. Voilà. Donc, pas complet. C'est clair ce que j'ai expliqué? C'est la même démonstration que précédemment, sauf que là, au lieu de dire qu'on prend x qui est vrai, on prend x qui est faux. Et on montre qu'on n'arrive pas à faire non x. Donc, pas complet. Alors, le dernier, normalement, vous devez le faire chez vous. Mais alors, le dernier, d'après vous, est-ce qu'il est complet ou pas? Alors là, c'est justement là où on a un système avec un opérateur unaire, la négation, et un opérateur binaire, et qui n'est pas complet. Alors, celui-là, je vous laisserai faire la démonstration chez vous, mais il faut, comme tout à l'heure, trouver une propriété, quelque chose, enfin, oui, tout à l'heure, on a réussi. Ici, on va plutôt faire une autre stratégie. On va essayer de montrer une propriété sur les formules et montrer qu'on a une propriété qui est tout le temps vraie pour les formules construites à partir de négation et de XOR, et par contre qui n'est plus vraie pour une autre formule qu'on voudrait émuler. D'accord? Ici, la propriété, c'est quoi? Quand vous regardez la table de vérité de l'implication, vous vous rappelez la table de vérité de l'implication? Elle a combien de 1 et elle a combien de 0? Elle a combien de 1? 3, 1 et combien de 0? 1, 0. Donc il n'y a pas le même nombre de 1 et de 0. D'accord? Prenez la table de vérité de la négation. Elle produit combien de 1 et combien de 0?
un 0 et un 1. La négation, quand vous avez x qui est vrai, ça vous donne non x qui est faux. Quand vous avez x qui est faux, ça vous donne non x qui est vrai. Donc dans la table de vérité de la négation, il y a le même nombre de 1 que de 0 en sortie. Dans la table de vérité du XOR, en sortie, il y a combien de 1 et combien de 0? Il y a autant de 1 que de 0. Donc les deux opérateurs vous produisent toujours des tables de vérité où il y a autant de 1 que de 0. Donc vous allez pouvoir montrer une propriété qui est que, quelle que soit la façon dont on les assemble, on produit toujours une table de vérité avec autant de 1 que de 0. Et ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir produire à un moment donné un déséquilibre entre le nombre de 1 et le nombre de 0 dans la table de vérité. Et donc ça veut dire que l'implication qui, elle, n'a pas le même nombre de 1 que de 0, ne peut pas se traduire avec ça. D'accord ? Mais alors pourquoi la négation et le ou, ça marchait? Parce que la négation, il y a autant de 1 que de 0 dans la table de vérité. Si je refais le même raisonnement pour, par exemple, ce système-là, la négation et le ou. La négation nous produisait autant de 1 que de 0. D'accord? Mais le ou, est-ce que sa table de vérité contient autant de 1 que de 0? Voilà, il ne contient pas autant de 1 que de 0. C'est pour ça qu'il permet après d'émuler des formules où il n'y a pas autant de 1 que de 0. Des formules comme l'implication. Donc voilà. Le XOR, lui, il ne permet pas parce qu'il nous produit autant de 1 que de 0. Mais par contre, là, la démonstration elle est un peu plus longue à faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment poser la formule, expliquer qu'on a une propriété que à chaque fois quand on a deux formules A et B qui ont autant de 1 et de 0 que dans leur table de vérité, alors quand on les assemble par une négation ou par un XOR, on a aussi autant de 0 que de 1 dans leur table de vérité, etc. Ok, donc celui-là, le 4, je passe, la démonstration est un peu plus compliquée. Alors, la barre de Schaeffer. Alors, la barre de Schaeffer, cet exercice, il est en soi intéressant à connaître, cet opérateur, mais l'exercice est en soi pas très très intéressant, parce qu'en fait, il faut connaître l'astuce. Donc, ce n'est pas un exercice sur lequel on va trop s'attarder. Alors, on vous donne un opérateur et on vous demande est-ce que c'est un système complet, l'opérateur, avec autre chose. Alors, on peut commencer tout de suite par la question 4, la question 4 de l'exercice 3. La question 4 de l'exercice 3 vous demande est-ce que la barre de Schaeffer seule est un système complet et minimal. Alors, si on arrive à montrer que c'est un système complet, c'est assez évident qu'il sera minimal. Parce que là, si on retire juste le symbole, on n'a plus rien. Donc, s'il était complet, il est minimal. Et ça va? Voilà. Et en fait, il est complet. On peut tout faire avec juste une barre de Schaeffer. Alors, comment? Je vais vous donner les formules parce que c'est un petit peu difficile à deviner de soi-même. Alors, voilà la barre de Schaeffer. La barre de Schaeffer, c'est vrai tant que les deux variables propositionnelles ne sont pas toutes les deux vraies. D'accord? Donc, si je rajoute ici x et y, alors si je rajoute ici x et y, la table de vérité de x et y, est-ce que vous pouvez me donner la table de vérité de x et y? 3, 0 et 1. Est-ce que vous voyez une correspondance entre la barre de Schaeffer et le x et le y? C'est la négation, tout à fait. Une barre de Schaeffer, x non x Schaeffer y, c'est équivalent en fait à non x et y. Autrement dit, en électronique, on appelle ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler des portes NAND? Alors c'est un composant très important en électronique, le NAND, le NOT AND.
Et donc, la barre de Schaeffer, c'est un not end, d'accord? C'est une porte NAND. Et en fait, vous voyez déjà qu'en soi, la barre de Schaeffer, elle porte la négation et le et intriqués les uns l'un l'autre. Donc voilà pourquoi ça va. On a des pistes pour comprendre pourquoi c'est un système complet. Alors maintenant, tout n'est pas gagné. Mais si vous avez x et y, comment vous faites pour faire x et y à l'aide d'une barre de Schaeffer? Alors vous savez qu'une barre de Schaeffer, c'est l'équivalent de non x et y. Alors maintenant, il faut essayer de réexprimer x et y avec juste l'opérateur non x ou y. Non x et y. Alors, c'est pas évident. Mais, on va y arriver. Et donc, attendez que je retrouve le petit truc. Le système, non, ça on s'en fiche. Ok. Ouais, alors x et y, non x. Alors, ouais, bah, je vais vous le donner le truc parce que là, c'est vrai qu'essayer de vous faire deviner ça, ça va pas être évident. Donc ça, en fait, c'est équivalent, le x et le y, c'est équivalent à x Schaeffer x. Alors ça donne quoi en fait x Schaeffer x? Quand vous regardez x, pardon, je suis pas sur la bonne. Voilà. Quand vous regardez x et que vous regardez x Schaeffer x. Alors, x Schaeffer x. Voilà, c'est 1 et 0. C'est donc x Schaeffer x est équivalent à quoi? La négation. Donc déjà, vous êtes capable de construire la négation à partir de la barre de Schaeffer. Donc, je vais peut-être commencer par là, ce sera plus simple. Non x, c'est équivalent à, donc je vais y arriver, c'est équivalent à x Schaeffer x. Voilà. Non x, c'est équivalent à x Schaeffer x. Ça, c'est la première observation qu'on peut faire à partir de la table de vérité. Et ça, évidemment, il faut le tenter. Il faut voir qu'est-ce qui se passe quand je fais x avec lui-même et voir le truc. Alors maintenant qu'on a la négation, il faudrait qu'on arrive à exprimer x et y. Voilà, c'est... Alors, on va le faire ensemble. Alors, x et y, vous êtes d'accord que c'est... Le but, c'est d'essayer de faire réapparaître non x et y, parce que non x et y, c'est la barre de Schaeffer. Donc x et y, c'est la négation de x et y. Vous êtes d'accord? Ok. Mais ça, c'est quoi? C'est x Schaeffer y que... Pardon. Tout à fait. Voilà. Enfin, ce que j'ai devant, pardon, c'est x Schaeffer y, mais j'ai encore une négation. Et la négation, quand je veux faire la négation avec des barres de Schaeffer, qu'est-ce que je fais? Je fais la formule, Schaeffer, la formule. Donc ça veut dire que ça, c'est équivalent à x Schaeffer y, Schaeffer x Schaeffer y. Et là, j'ai construit x et y. Ça me donne x et y. J'ai donc réussi à construire le et, j'ai réussi à construire la négation. Étant donné que la négation et le et sont un système complet, ça veut dire que seule la barre de Schaeffer, étant donné qu'elle permet de reproduire la négation et le et, elle est elle-même un système complet. Voilà. Et si je veux reproduire l'implication, j'exprime l'implication sous forme de négation et de et. Et après, je remplace tous les négations et les et par leur expression en barre de Schaeffer. Bon, après, ça vous donne des formules à rallonge, donc on ne va pas le faire. Mais juste d'expliquer que la barre de Schaeffer permet de refaire la négation et le et, eh bien, ça vous permet de dire que c'est un système complet. Et évidemment, comme on a dit tout à l'heure, il est minimal, parce que si on l'enlève, il n'y a plus rien.
Donc, ce qui veut dire qu'en commençant la résolution de cet exercice par le 4, vous avez immédiatement résolu le 1, 2, 3. Parce que le 1, 2, 3 contiennent tous une barre de Schaeffer. Et donc, ce sont forcément des systèmes complets. Parce que la barre de Schaeffer seule est un système complet. Donc, les 1, 2, 3, ce sont tous des systèmes complets non minimaux. Oui? J'ai pas compris pourquoi est-ce que non x et y c'est équivalent à x chez par y. Pourquoi non x et y? Pourquoi c'est équivalent à x chez y? C'est en fait ce qu'on avait écrit sur cette table de vérité. Je vous avais fait faire la table de vérité de x et y. D'accord? Et vous voyez cette table de vérité ici, c'est exactement l'inverse de cette table de vérité. Donc ça veut dire que x chez y, ça, c'est ça, mais inversé. Donc ça, on le fait par l'étape de vérité. Donc vous comprenez qu'à chaque fois, maintenant, vous avez vu différents outils qui vous permettent d'agir sur différents éléments d'une démonstration. La table de vérité pour faire des équivalences simples, et après les distributions de valeurs de vérité pour faire des raisonnements plus complexes, etc., etc. Ok, maintenant, ce qui va vraiment être intéressant, c'est l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, il faut savoir si ces énoncés sont corrects. Alors, ça veut dire quoi? Que ces énoncés soient corrects. En fait, il faut lire. Alors, vous avez normalement dans votre cours, on va tout de suite regarder le cours, parce que le cours vous le donne, ça. Partie 2 du cours. Voilà, logique propositionnelle. Alors, système complet de connecteurs, ça c'est fait. Les conséquences sémantiques, voilà. Donc, gamma, ce que vous avez à gauche, en général, c'est un ensemble de formules. Et delta, ce que vous avez à droite, c'est un ensemble de formules. Et vous voulez savoir si delta est une conséquence sémantique de gamma. Autrement dit, quand on a tout gamma qui est vrai, on est capable de trouver au moins une formule dans delta qui est vraie. C'est ça ce que veut dire une conséquence sémantique. Autrement dit, ça c'est la structure même d'un théorème. Un théorème en mathématiques, c'est quoi? C'est un ensemble d'hypothèses qui doivent toutes être vérifiées et un ensemble de conclusions qui ne sont pas forcément toutes vraies en même temps. C'est qu'on a ça ou ça ou ça. Par exemple, dans un triangle ABC, si on a A carré plus B carré égale C carré, donc ça c'est mes hypothèses, c'est un triangle ABC, j'ai A carré plus B carré qui est égal à C carré, alors, conclusion, le triangle est rectangle A carré, oui, ABC, si on avait AB carré plus AC carré qui est égal à BC carré, alors le triangle est rectangle en A. Donc vous voyez, j'ai un ensemble d'hypothèses, et là j'ai une conclusion. Des théorèmes qui vous donnent plusieurs conclusions, bon là, il ne m'en vient pas à l'esprit tout de suite, mais bon, il y a de nombreux théorèmes en mathématiques qui vous donnent plusieurs conclusions. C'est-à-dire qu'on a ça ou ça qui est vrai. Par exemple, mais ça c'est plutôt une définition. Vous pouvez dire que si tiens, voilà. Si x est divisible par 2, alors x n'est pas premier ou x est égal à 2. Hypothèse, x est divisible par 2. Conclusion, x n'est pas premier ou x est égal à 2. Et 2 est un nombre premier, donc ça s'exclut. Voilà les conclusions que vous pouvez faire. Donc un théorème, c'est toujours un petit peu la même structure. C'est un ensemble d'hypothèses qui doivent toutes être vérifiées et un ensemble de conclusions, l'une d'entre elles va être vraie. Ça va? Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ce genre de formulation. Un ensemble de formules qui doivent toutes être vérifiées, toutes être vraies, et de l'autre côté, un ensemble conclusion dans lequel on veut au moins avoir un élément vrai. C'est ça ce qu'on appelle la conséquence sémantique. C'est l'essence même vraiment des théorèmes mathématiques. Et justement, c'est ça la conséquence sémantique. Donc quand vous avez ce symbole-là, moi j'appelle ça le symbole thèse, mais je ne crois pas que ça s'appelle vraiment le symbole thèse, je ne suis pas très sûr. Alors, ce symbole, attendez, je vérifie juste que ma fenêtre, non c'est bon. Ce symbole-là, je crois que c'est le symbole thèse. En tout cas, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que, donc là c'est ce qui est marqué ici,
Donc vous avez ça, vous avez gamma, thèse, delta, autrement dit delta, donc l'ensemble de formules delta, parce que delta ce n'est pas une formule, c'est un ensemble de formules. L'ensemble de formules delta est une conséquence de l'ensemble de formules gamma si, pour toute distribution de valeurs de vérité qui vérifie gamma, c'est-à-dire, vous voyez, gamma, pardon, c'est formule F1, F2 et F3, F4 jusqu'à Fn. Et gamma, c'est delta, pardon. Donc gamma, c'est F1, F2 jusqu'à Fn. Delta, c'est G1, G2 jusqu'à Gk. Eh bien, si tous les éléments de gamma sont vrais, c'est-à-dire la valeur de vérité de F1 et celle de F2 et de jusqu'à Fn, c'est 1, d'accord? Alors, il existe un élément de delta, donc il existe un GI, tel que la valeur de vérité de GI est vraie. Autrement dit, si toutes mes hypothèses de gauche sont vérifiées, alors j'ai une de mes conclusions qui est forcément vraie. Et c'est ça l'essence d'un théorème en mathématiques. La plupart des théorèmes, enfin beaucoup de théorèmes que vous avez appris ont quelques hypothèses et une conclusion, mais il existe quand même des théorèmes avec une ou plusieurs hypothèses et plusieurs conclusions aussi à droite. Et c'est ça la conséquence sémantique. Donc la conséquence sémantique, c'est de dire si tout ce que j'ai à gauche c'est vrai, alors ce que j'ai à droite, il y en a un d'eux qui est forcément vrai. D'accord? Ok. Autrement dit, donc ça, il ne faut pas que vous l'écriviez sur votre copie. Mais autrement dit, ça veut dire que, là, quand vous avez ça, d'accord, donc vous avez F1, F2 jusqu'à Fn, et de ici, vous avez G1, G2 jusqu'à Gk, pardon. D'accord, donc, d'accord, là, j'ai réexprimé gamma et delta selon leur symbolique, hein, donc c'est un ensemble. Donc ça veut dire que donc G1, G2 jusqu'à Gk sera une conséquence sémantique de F1, F2, Fn. Si, quand tous les F1, F2, Fn sont vérifiés, c'est-à-dire qu'ils sont vrais, alors je suis capable de montrer que j'ai un G2, G1, G2 ou Gk qui est vrai. Autrement dit, ça veut dire que si j'ai F1 et F2 et Fn, et que tout ça c'est vrai, alors ça implique que j'ai quoi qui est vrai? Pas et G2, ou G2, ou Gk. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut lire la formule. Mais n'écrivez pas ça sur votre copie, parce que ce n'est pas la bonne façon de procéder. D'accord? Mais c'est comme ça que vous pouvez lire cette formule. Si tout ce que j'ai à gauche, ils sont tous vrais, donc le « et » est vrai, ça implique que ce que j'ai à droite, s'il y en a un qui est vrai, donc que le « ou » de toutes ces conclusions est vrai. OK. Donc ici, est-ce que je suis capable de dire, donc ici, essayons de formuler le 1 là. Attendez, je vais copier ça. Copier. OK. Non, c'est là. Donc là, le 1. Alors, donner un contre-modèle, ça veut dire que vous êtes capable de donner un exemple, d'accord, où vous avez les formules de gauche qui sont vraies et il n'y a aucune formule à droite qui est vraie. C'est ça, un contre-modèle. D'accord, donc c'est donner un contre-exemple où tout est une distribution de valeurs de vérité de vos variables propositionnelles telles que toutes les formules de gauche soient vraies et qu'il n'y ait aucune formule à droite qui soit vraie. D'accord, c'est ça un contre-modèle, c'est un contre-exemple. Alors ici, le 1. Alors, le 1, il va falloir essayer de trouver s'il est valide. Alors, je vous rassure, il est valide. Si vous voulez être sûr au départ, est-ce que c'est valide? Vous essayez de faire mentir le truc. Donc, vous essayez de faire en sorte que non B et A implique B soient tous vrais, et de faire en sorte que non A, lui, par contre, il soit faux. D'accord? Donc, ça veut dire que ce n'est pas un théorème. On n'a pas, quand tout est vrai à gauche, on n'a pas forcément quelque chose à droite qui est vrai. D'accord? Ici, on ne va pas y arriver. Alors, pourquoi on ne va pas y arriver? Alors, vous avez non B, vous avez delta de non B, qui doit être quoi donc? Voilà, delta de non B doit être vrai.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur delta de B? D'accord? Ok. Parce qu'il faut qu'on rende tout ce qui est à gauche vrai. Quoi d'autre doit être vrai? Très bien. Donc, delta de A implique B doit être égal à 1. Donc, A implique B, c'est équivalent à quoi? Non A ou B. C'est ça. Non A ou B doit être égal à 1. Oui? Je vérifie juste une chose. Alors, dites-moi maintenant la suite. Alors, si on a delta de non A ou B qui est égal à 1, on en déduit quoi? Qu'on a soit, voilà, soit delta de B doit être égal à quoi? 1. Est-ce que ça c'est possible? Pas possible. Parce que juste avant, on a vu que delta de B doit être égal à 0. Donc, soit delta de non A doit être égal à 1. Et donc, si delta de non A est égal à 1, et là, on n'a que ça veut dire que ce qu'on a à droite ici, on a bien delta de non A qui est égal à 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, ça veut dire que si je rends ce qui est à gauche vrai, j'ai forcément ce qui est à droite qui va devenir vrai. C'est clair, la stratégie? Il faut que vous compreniez que c'est ça l'essence même des théorèmes en mathématiques. Hein. Les théorèmes en mathématiques, c'est toujours un ensemble d'hypothèses qui doivent être vérifiées, un ensemble de conclusions, l'une d'entre elles doit être vraie. Alors, la deuxième, je vous le dis, elle est valide. Essayons de le prouver. Alors, la deuxième, vous allez me dicter la démonstration qu'on va faire. Donc, on commence par dire que qu'est-ce qui doit être vrai? D'accord, delta de A et B doit être vrai. Qu'est-ce qui doit être vrai? Quoi d'autre doit être vrai? D'accord, delta de non B implique non A doit être aussi égal à 1. Bon, à partir de tout ça, est-ce que vous allez réussir à dire que delta de A il doit être égal à quoi? Notre conclusion, c'est qu'il va falloir prouver que si on a ces deux éléments qui sont vrais, alors on a forcément l'élément de droite, qui est juste A, qui doit être vrai. D'accord? Est-ce que vous êtes capable de dire? Oui? Déjà par la première formule, Tout à fait. il faut que delta de A soit égal à 1 et delta de B soit égal à 1. Donc delta de A, c'est QFD. Et c'est tout. Il ne faut pas vérifier que ça fait une contradiction avec la deuxième. Non, parce que si ça faisait une contradiction, d'accord? Imaginons que je ne suis pas capable de trouver une distribution de valeurs de vérité qui satisfait la formule de gauche et la formule pas de droite, je veux dire la formule A et B et non B implique non A. D'accord? Ça veut dire que j'ai aucune distribution de valeurs de vérité qui rend ce que j'ai à gauche vrai. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si ce que j'ai à droite est vrai. Puisque on dit que c'est une conséquence sémantique que quand ce qui est à gauche est vrai, alors ce qui est à droite, j'en ai au moins un de vrai. Mais comme ça ne l'est jamais, c'est tout le temps bon. Si vous voulez, reprenons le... Je vous avais dit que c'était l'équivalent d'une implication.
D'accord? Si ce que j'ai à gauche de mon implication, c'est tout le temps faux, ben alors mon implication en elle-même, elle va devenir vraie tout le temps. Donc c'est gagné. Donc en fait, si ce que j'ai à gauche, c'est une antilogie, c'est-à-dire que c'est jamais vrai, eh ben, j'ai tout de suite, n'importe quoi est une conséquence sémantique d'une antilogie. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, je peux en déduire ce que je veux. D'accord? Ça ne va pas être un théorème très intéressant parce que je ne pourrai jamais l'appliquer. D'accord? Mais je peux faire des théorèmes qui se basent sur des hypothèses contradictoires et je peux en déduire ce que j'ai envie. D'accord? Du genre 2 est un multiple de 3, donc tout nombre pair est un multiple de 3. Voilà. C'est faux. Mais donc, mon théorème est vrai. Je suis capable de démontrer que si 2 était un multiple de 3, alors tout nombre pair était un multiple de 3. Non, parce que mon théorème, c'est pas 2 est un multiple. Mon théorème, c'est si 2 est un multiple de 3, alors tout nombre pair est un multiple de 3. Maintenant, mon théorème, il se base sur des hypothèses qui sont fausses, qui n'arrivent jamais. On a démontré le théorème, mais on ne pourra jamais l'utiliser. Voilà. Il ne nous servira à rien. Parce qu'il se base sur des hypothèses qui sont naturellement déjà fausses, une antilogie. Donc à partir du moment où on montre que pour une des formules ça fonctionne, c'est bon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous montrez que, étant donné que le principe ici, c'est de dire, on doit avoir tout ce qui est à gauche, on essaye de le rendre vrai. Et ce qu'on fait en fait en pratique, c'est qu'on prend ceux qui nous intéressent et on regarde quand ils sont vrais, qu'est-ce que ça donne par rapport à ceux de droite. Maintenant, si vous n'arrivez jamais à montrer que tout ce que vous avez à gauche peut être vrai en même temps, vous avez une antilogie, et bien naturellement, si vous avez une antilogie, n'importe quoi est conséquence sémantique d'une antilogie. Donc vous avez démontré que c'était. Je sais, ça paraît un peu déstabilisant comme ça, mais comme je vous ai dit, un théorème qui part sur des hypothèses qui ne seront jamais vérifiées, eh ben, on peut prouver ce qu'on veut. Il ne sert à rien. Exactement. Hop, je vais brancher l'ordinateur. Ah oui, chouette. Je peux le brancher ici. Parfait. Alors, ok. Donc, ça, c'est bon. Bon, on va faire le troisième. Ah, le troisième est plus intéressant. Si on se pose la question, le troisième, si on essaie de le traduire comme je l'avais traduit tout à l'heure, ça veut dire quoi le troisième quand on remplace les virgules et le symbole thèse par des symboles logiques? Ça veut dire que si on a A implique B qui est vrai et B implique C qui est vrai, alors on en déduit que quoi? Que A implique C doit être vrai. Est-ce que ça vous paraît vrai? Oui. Donc, on devrait pouvoir le prouver. Bon, alors, eh ben on essaye. Donc on doit supposer que delta de A implique B est vrai. Et delta de quoi d'autre? Voilà, B implique C doit être vrai aussi. Ok. Alors si delta de A implique B est vrai, alors d'abord on doit avoir delta de ces non A ou B qui est égal à 1, et j'en déduis que delta de A égale 0, ou delta de B égale 1. Ça va jusque-là? Très bien. Donc là, j'ai déjà deux cas qui se séparent dans ma démonstration. Soit j'ai delta de A qui est égal à 1, à 0, soit j'ai delta de B qui est égal à 1. Les deux pouvant être vrais en même temps. Pour delta de B implique C. Alors j'ai delta de non B ou C qui est égal à 1. J'en déduis quoi?
que delta de B doit être égal à... Alors, on va se mettre, ici on va appeler ça le cas 1, et ici on va appeler ça le cas numéro 2. OK. Alors, dans le cas 1, c'est-à-dire delta de A égale 0. Pardon, et ça on va appeler ça le cas 3, et ça on va appeler ça le cas 4. Ah oui, pardon. Et, excusez-moi, là j'ai été un peu trop vite, excusez-moi, avant de dire que dans le cas 1, on a quoi que ce soit. Notre conclusion, pour avoir delta de A implique C, je vais avoir delta de A implique C qui soit égal à quoi? Voilà, je veux avoir delta de A implique C qui est égal à 1. Donc ça, c'est si delta de non A ou C égale 1. D'accord, donc si j'ai delta de A qui est égal à quoi? 0 ou delta de C égale 1. Bon, alors attention, hein, parce que ça, ce que je viens d'écrire, ça c'est la conclusion que je veux atteindre, mais les hypothèses que j'ai au départ, c'est soit je suis dans le cas 1 ou le cas 2, et puis aussi soit je suis dans le cas 3 ou le cas 4. Ok. Alors mettons-nous dans le cas 1. Ok. Le cas 1, on va après se dire, est-ce qu'à ce moment-là, il faut se mettre dans le cas, est-ce qu'on est dans le cas 3, le cas 4, est-ce qu'on a trouvé l'hypothèse, etc. C'est ça qu'on va faire. Mais on va commencer à chaque fois par la première formule. Donc, la première formule nous donne soit le cas 1, soit le cas 2. D'accord? Je commence dans le cas 1. Donc, dans le cas 1, c'est-à-dire delta de A qui vaut 0. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle est la conclusion que je veux atteindre? Donc, cette conclusion, c'est delta ou delta de C égale 1. Et là, je me suis mis dans le cas 1, c'est-à-dire que delta de A égale 0. Est-ce que j'ai réussi à atteindre ma conclusion? Bah oui, j'ai réussi à atteindre ma conclusion. Donc là, dans le cas 1, c'est-à-dire delta de A égale 0, on a delta de A implique C égale 1, c'est QFD. Maintenant, je me mets dans le cas 2. C'est-à-dire delta de B égale 1. Bon. Là, je ne peux rien dire sur A. J'ai juste delta de B qui est égal à 1. Qu'est-ce que ça me permet de dire si je suis dans le cas 2? Qu'est-ce que je peux dire à partir de la deuxième formule? Étant donné que les deux formules de gauche doivent être vraies. D'accord? Je ne peux pas avoir l'une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Le but, c'est quand je suppose que les deux sont vrais, alors j'ai forcément ce que j'ai à droite qui est vrai. Donc ici, je me mets dans le cas où c'est B qui est vrai. Et A, je me fiche de sa valeur. Ça peut être vrai ou faux. D'accord? Maintenant, je m'intéresse à la deuxième formule. La deuxième formule, elle me dit que soit j'ai B qui est faux, soit j'ai C qui est vrai. Ici, je me mets dans le cas 2, donc j'ai supposé que B était vrai. Donc, je ne me mets plus... Quel cas je ne peux plus supposer maintenant dans la deuxième formule? Voilà, je ne peux pas supposer le cas 3 dans la deuxième formule. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, si delta de B est 1, le cas 3 est faux. Donc, nous sommes dans le cas 2, dans le cas 4, pardon. Autrement dit, delta de C, le cas 4, c'est quoi? C'est de dire que delta de C est égal à 1.
Donc, si delta de C égale 1, est-ce que j'ai réussi à atteindre une des conclusions que je voulais atteindre? Eh bien oui, c'est marqué en haut à droite. Je veux soit atteindre A qui est faux, ou soit C qui est vrai. Donc j'ai delta de A implique C qui est égal à 1, et ça c'est ce qu'il fallait démontrer. Si on arrive à démontrer qu'une expression de delta est équivalente à gamma, est-ce que ça démontre? Si on arrive à montrer qu'une expression, une des formules de delta, delta c'est ce que vous avez à droite, est égale à ce que vous avez à gauche, c'est gagné. C'est gagné. Ben oui, si vous avez un théorème qui dit, bon si j'ai ça, si j'ai l'hypothèse H1, H2, H3 qui sont vraies, alors j'en déduis la conclusion C1, C2, C3. Et si vous vous rendez compte que C2 c'est exactement la même chose qu'une de vos hypothèses. Donc par exemple, je vous dis, si 2 est égal à 37, ou, si 2 est un nombre divisible par 37 et 2 est un nombre atteint par la suite de Fibonacci et si x est un nombre divisible par 37 et que x est un nombre atteint par la suite de Fibonacci et que x est un multiple de 74, alors j'en déduis que x n'est pas premier ou que x est un multiple de 74. Vous voyez, comme j'ai répété dans mes conclusions la même chose que ce que j'avais émis comme hypothèse, mon théorème il est forcément vrai. Si ce que j'en déduis, c'est la même chose que ce que j'ai mis en hypothèse au départ, oui. Donc c'est une redite de ce que vous dites. Si dans les formules, si dans les G1, G2, G3 jusqu'à GK, vous en avez un qui est exactement la même chose que les F1, F2 jusqu'à Fn, donc exactement une conclusion qui est la même chose qu'une de vos hypothèses, ben c'est gagné. Vous avez la conséquence sémantique. Parce que si toutes vos hypothèses sont vraies, forcément, vous aurez l'une de vos conclusions qui sera vraie, ce sera celle qui est égale à l'une de vos hypothèses. Dans cet exemple, si on a fait une table de vérité et on a démontré que A implique B et B implique C équivalent à A implique C. Ça c'est vrai, mais l'intérêt ici, c'est de faire la même chose qu'une table de vérité, c'est-à-dire une démonstration, mais sans la table de vérité. Voilà, c'est ça le but, c'est de ne pas utiliser de table de vérité pour faire des démonstrations. C'est une autre façon de démontrer des équivalences de formules. Alors là, ce n'est pas des équivalences, c'est des conclusions. C'est de dire que si j'ai ça et ça, alors j'ai ça. Voilà. Donc c'est bon. OK. Alors, le 4. J'aimerais bien en avoir un qui n'est pas valide. Ah bah tiens, on va faire le 7. Le 7, il n'est pas valide. Alors le 7 est intéressant parce que, d'après ce que je vois, il n'est pas valide. C'est-à-dire, on est capable de rendre la partie gauche vraie et d'avoir la partie droite fausse. Alors, comment fait-on? Alors c'est sûr que normalement, soit vous avez l'instinct que c'est vrai ou c'est faux, soit vous commencez à construire une table de vérité pour voir si c'est vrai ou c'est faux, l'implication, etc. Ici, on va commencer à raisonner sur la conclusion. C implique B, on va essayer de le rendre faux. Et on va voir si les distributions de valeurs de vérité vont nous permettre de rendre la partie gauche vraie. D'accord? Donc C implique B, pour le rendre faux, il faut avoir quoi? Delta de C égale 1 et delta de B égale 0. D'accord. Donc B doit être faux et C doit être vrai. Dans ce cas-là, je n'ai pas C implique B. Mais est-ce que si j'ai ça, est-ce que j'ai la partie gauche qui sera vraie? Donc, ça, delta de non C ici, ce sera quoi? Ce sera 0. Donc déjà, la partie droite, le ou là, à droite j'ai un 0, donc c'est à gauche que je vais essayer de rendre tout ça vrai. Ça va jusque-là ma stratégie? Ici, delta de non B, c'est un A, tiens. Donc il faudra avoir delta de A qui soit quoi? Vrai. Si j'ai delta de non B qui vaut 1 et delta de A qui vaut 1, alors j'ai delta de non B et A
qui est vrai. Et donc j'ai delta de non B et A ou non C qui est vrai. Alors qu'à droite, c'est faux. D'accord? Donc il faut avoir si... Donc ça, c'est ce que vous faites sur votre brouillon. Vous essayez de casser la formule, de la rendre fausse. En général, pour prouver que c'est faux, vous partez de l'hypothèse, vous la rendez fausse. Et en la rendant fausse, vous en déduisez les valeurs de vos variables propositionnelles et après, vous essayez de reconstruire à gauche quelque chose qui est vrai, avec les variables propositionnelles manquantes. Ici, c'était A qui nous permettait de jouer justement sur ça. Donc, et ensuite, dans votre copie, vous mettez quoi? Ben, vous mettez si delta de A égale quoi? Égale 1. Delta de B égale quoi? Et delta de C égale 1. Alors, delta de non B et A ou non C égale 1 et delta de C implique B égale quoi? Donc, est-ce que c'est un théorème de dire que ça, est-ce que c'est un théorème de dire si ce que j'ai à gauche, mes hypothèses sont vérifiées, c'est-à-dire si la formule de gauche est vraie, alors mes conclusions sont forcément vraies? Non, parce que je suis capable de rendre la formule de gauche vraie. La formule de gauche, je suis capable de la rendre vraie. Donc mes hypothèses peuvent être vérifiées. Et la formule de droite, elle est fausse. Donc mes conclusions ne sont pas vérifiées. Ça, ce qu'on vient de construire, ça s'appelle un contre-modèle. C'est ça. Donc, dans ce genre d'exercice, vous aurez toujours deux choses à faire. Soit vous prouvez en montrant que quand vous avez les éléments à gauche qui sont tous vrais, alors il y a au moins un des éléments à droite qui est vrai. Soit vous le prouvez, comme on l'a fait avant, soit vous trouvez un contre-modèle, c'est-à-dire une distribution de valeurs de vérité pour vos variables propositionnelles qui rendent la partie de gauche vraie et la partie de droite fausse. Alors on en fait un tout dernier avant de se quitter. Et le tout dernier, pardon, lequel? Eh bien le 4, tiens. J'avais fait le 3, c'est ça? Ok, eh bien on fait le 4. Alors, le 4. Donc, je suppose que ce que j'ai à gauche est vrai, et je vais en déduire que ce que j'ai à droite, il y en a au moins un des deux qui est vrai. Donc là, on va commencer par ce qu'on a à gauche. Donc, delta de A implique B ou C égale 1, si et seulement si quoi? Là, je vais en déduire deux cas qui vont me refaire des sous-cas. Donc, c'est égal à... Vous êtes d'accord? Donc, delta de C égale 1 ou delta de A implique B égale 1. OK? Mais delta de A implique B, ça veut dire quoi? Delta de A implique B égale 1, ça veut dire que c'est un ou, je pense. Delta de non A égale 1. Ou delta de B égale 0. C'est ça? C'est non A ou B. Hein. C'est bien ça. À chaque fois, j'ai du mal, moi. Ok, donc soit on a delta de non A qui vaut 1, c'est-à-dire que A est faux, et le faux implique le vrai ou le faux implique le faux. Ou soit... c'est bien ça? Attendez, j'ai un petit doute. Non, c'est bien ça, vous me le confirmez? Delta de non A égale 1,
Oui, pour l'implication. Pour l'implication, c'est bien ça, hein. C'est delta de B égale 0, puisque quand j'ai le faux en conclusion, le vrai implique le faux implique le faux. Ah ben non, oui, le vrai implique le faux, c'est le faux qui n'implique pas le vrai. Voilà, c'est ça. Donc j'ai delta de non A qui est égal à 1, parce que c'est non A ou B, c'est ça. Donc ça veut dire que j'ai quoi pour delta de A? Voilà. D'accord? C'est bon? Donc j'ai soit delta de C qui est égal à 1, soit delta de A qui est égal à 0, soit delta de B qui est égal à 0. J'ai donc combien de cas à traiter? Combien de cas à traiter? 3. Le cas 1, le cas 2 et le cas 3. Mettons-nous dans le cas 1. Voilà, delta de C égale 1, alors c'est QFD. Parce qu'il faut que je prouve que l'une des deux formules de conclusion est vraie. Et c'est quoi la deuxième formule? C'est justement C. Donc, c'est gagné. Le cas 2. Delta de... Oui, alors excusez-moi, c'est non A ou B. Excusez-moi, ici je dois avoir 1. Non, parce que c'est des noms A et on l'a transformé en A. Oui, je suis d'accord, mais normalement 1 implique B, c'est équivalent... Excusez-moi, c'est équivalent à non A ou B, on est d'accord? Donc il faut que j'ai A qui soit faux ou B qui soit vrai. Ah si, c'est ça. C'est non A ou B, donc je dois bien avoir delta de B qui doit être égal à 1, pas delta de B égale 0. Non, si, c'est ça. On est d'accord, hein? J'ai toujours du mal avec cette implication. Mais ça doit bien être ça. Normalement, je ne dois pas avoir la même valeur pour A et B. Ça veut dire que soit A est faux et le faux implique ce qu'on veut, soit B est vrai et soit B est vrai, j'ai le vrai qui implique le vrai et le faux qui implique le vrai. Voilà. Si ma conclusion est vraie, mon implication marche toujours. Si mes hypothèses sont fausses, mon implication fonctionne toujours. C'est le vrai qui n'implique pas le faux. Voilà. Donc je dois avoir ça. OK. Donc le cas numéro 2, c'est delta de A qui est égal à 0. Alors si delta de A est égal à 0, j'en déduis quoi sur ma formule en haut? J'en déduis quoi sur delta de A et non B? Très bien. Et j'en déduis quoi sur delta de non A et non B? C'est vrai. Et ça, c'est donc ce qu'il fallait démontrer. Et maintenant, le troisième cas, si delta de B égale 1. J'en déduis quoi sur delta? Alors, dites-moi qu'est-ce que je vais devoir montrer. Donc, c'est cette partie de la formule qu'on va vouloir montrer qui est vraie. Donc, j'ai supposé que delta de B était vrai. Alors, delta de A, je ne peux pas faire de... Alors, on va commencer par parler de delta de qui? Si delta de B égale 1, delta de non B égale quoi? Donc, delta de A et non B. Alors, non. Regardez, si j'ai delta de non B qui vaut 0, qu'est-ce que je peux en déduire sur delta de A et non B? C'est forcément 0. Parce que ce qui est à droite, c'est forcément nul. Parce que si je suppose que B est vrai, non B est faux, et A et non B, ce sera tout le temps faux, quelle que soit la valeur de A. Je n'ai même pas besoin de supposer quoi que ce soit sur delta de A. D'accord? Mon but, c'est d'essayer de montrer que toute cette formule-là, elle est vraie. Donc, j'ai montré que A et non B, c'était forcément faux, quand je supposais B qui était vrai. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je dise, donc?
Voilà. Voilà. Donc, en partant de mon hypothèse, j'en déduis 3 cas. Une valeur pour A, une valeur pour B, une valeur pour C. Pour chacun de ces 3 cas, je raisonne sur la formule de droite et je vois qu'à chaque fois, j'arrive à montrer que la formule de droite est vraie. Si je n'y arrivais pas, à ce moment-là, je pourrais à partir de là construire un contre-modèle qui donc prouve qu'il n'y a pas conséquence sémantique, c'est-à-dire rendre la formule de gauche vraie et les formules de droite qu'aucune soit vraie, qu'elles soient toutes fausses. Mais ici, je n'ai pas pu le faire, j'ai réussi à bien montrer la conséquence sémantique. Donc, il n'y a pas de contre-modèle qui existe. Voilà. Donc ça, ce genre d'exercice, vous êtes garanti de l'avoir au partiel. C'est sûr et certain que ça va tomber. Il faut bien, en plus, ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre la signification de cet exercice. Quand on vous demande de montrer que quelque chose est une conséquence sémantique d'autre chose, c'est que vous allez avoir des trucs à gauche, des trucs à droite du symbole thèse. Vous devez supposer que tout ce qui est à gauche est vrai et vous devez à chaque fois montrer que vous pouvez en déduire qu'un des éléments que vous avez à droite est vrai. D'accord ? Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez construire un contre-modèle, c'est-à-dire une distribution de valeurs de vérité pour prouver que vous pouvez rendre quelque chose, le truc à gauche vrai et avoir tout ce qui est à droite faux, qu'il n'y en ait aucun qui soit vrai. Voilà. Oui ? Si, pardon, dans ce cas, on avait eu donc cette formule-là, eh ben, c'est gagné. Parce qu'il faut que l'une des hypothèses soit vraie, pas toutes. Parce que c'est un ou, en fait, la virgule que vous avez à droite, il faut la voir comme un ou. C'est-à-dire que j'ai soit ça qui est vrai. Et les virgules qui sont à gauche, il faut les voir comme des et. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à gauche doit être vrai en même temps, et ce que j'ai à droite, il y en a un d'entre eux qui doit être vrai. Bien sûr, ben c'est ce qu'on a fait pour le cas numéro 1. Pour le cas numéro 1, j'ai réussi à, quand j'ai supposé justement dans mes 3 cas que delta de C est égal à 1, je peux m'arrêter, mais comprenez que A, B et C, c'est des variables propositionnelles. C'est-à-dire que quand vous faites une hypothèse sur A, vous ne pouvez pas faire d'hypothèse sur B ou C. Il va falloir tout construire autour de A. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans le cas 2, j'ai supposé que A était faux. Je ne peux rien supposer sur B et C. Donc je sais que je ne vais rien pouvoir faire sur le C que j'ai à droite. D'accord ? Je peux très bien avoir C qui est faux et A qui est vrai. Mais par contre, si j'ai A qui est faux, je sais que le non A et non B, lui par contre, il va devenir vrai. D'accord ? Donc comprenez, en fait, le but, c'est A, B, C, d'accord ? Ces variables propositionnelles, voyez-les comme des interrupteurs. Vous les allumez ou vous les éteignez. OK ? Et vous les allumez et vous les éteignez de façon à ce que la formule de gauche soit vraie. Donc il n'y a peut-être qu'une seule façon de les allumer ou plusieurs façons de les allumer. Mais à chaque fois que vous les allumez de façon à ce que la formule de gauche soit vraie, vous allez avoir l'une des formules de droite qui devient vraie aussi. C'est ça que vous devez montrer. Donc dans votre preuve, quand vous supposez par exemple delta de A égale 0, ça veut dire, vous dites, en fait tout ce que je fais c'est que j'éteins l'interrupteur A, mais l'interrupteur B et C ils peuvent être librement allumés ou éteints. Et je vais montrer que quelle que soit leur position, je vais avoir l'une de mes formules à droite qui va devenir vraie. D'accord ? Donc c'est pour ça que le delta de C, vous n'allez rien pouvoir faire avec, et c'est plutôt sur la formule avec A et B que vous allez pouvoir travailler. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous pouvez construire un contre-modèle. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ?